L'homme dégrade son environnement, de plus en plus agressivement depuis le début de l'ère industrielle. En faisant cela, il ne menace pas seulement les animaux, les plantes et la planète, il menace aussi sa propre santé. L'économie produit toutes sortes de substances chimiques, à la nocivité parfois avérée, parfois suspectée. En les mangeant, les buvant, les touchant, les respirant, nous nous exposons à des risques accrus de maladies chroniques, de cancers, de morts prématurées. Les effets peuvent aussi être moins directs. Le dérèglement climatique, par exemple, provoque des sécheresses ou inondations qui peuvent ruiner des récoltes et faire surgir de graves problèmes de malnutrition dans certains pays pauvres. La déforestation peut favoriser un contact plus rapproché avec des animaux sauvages et provoquer de nouvelles épidémies. La pollution peut aussi être mentale, celle des lumières et bruits intempestifs, celle de la saleté et du manque d'espace vert autour de soi. Aucun âge n'est épargné, pas même avant la naissance, dans ce ventre qu'on pourrait croire protecteur, mais qui n'arrête pas les perturbateurs endocriniens. L'environnement et notre santé sont intimement liés. En prendre conscience est une première étape, s'en soucier une seconde et agir une troisième. Soigner notre environnement, c'est préserver notre santé. Et c'est le titre de notre émission. Cet été, un questionnaire a été envoyé aux sympathisants et membres d'Ecolo. L'enquête a été un vif succès avec plus de 900 répondants et la première chose qu'on en a retirée, c'est que pour 90% d'entre eux, la santé environnementale est une préoccupation quotidienne et donc une charge mentale importante. La première question avait trait à ce qui préoccupe le plus pour sa santé. Les participants pouvaient choisir dans une liste de propositions. Donc on a 5 préoccupations qui se dégagent. De la 5e à la première, on a la pollution sonore, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, les effets du dérèglement climatique sur la santé, et on en a beaucoup parlé cet été en période de sécheresse. Et puis on a vraiment 2 préoccupations majeures qui se distinguent alors encore davantage des autres, à savoir la qualité de l'air et la pollution liée à l'alimentation. Alors pour vous, c'est quoi manger sain? Ça veut dire manger des produits frais, avec un circuit court et équilibré, donc ça veut dire avec généralement beaucoup de légumes. Manger sain? J'essaye en tout cas personnellement de manger pas trop gras. Le moins transformé possible, fruits, légumes, de saison. Je dirais déjà manger des fruits et légumes tous les jours et essayer de ne pas grignoter pendant la journée. C'est-à-dire de ne pas grignoter des chips à 2 heures de l'après-midi, ne pas manger des bonbons toute la journée, des choses comme ça. On distingue 2 grands types d'impacts néfastes de l'alimentation sur notre santé. La première, c'est évidemment la malbouffe. Par exemple, on dit que grignoter c'est mauvais, mais ce qui est le pire, je dirais, c'est de grignoter du sucre. Par facilité ou par manque de temps, le fait de prendre des plats tout préparés, quoi. Beaucoup les plats préparés, quoi. Les fast-food. Même si c'est bon, je dis pas. L'impact de la malbouffe sur la santé est impressionnant. Obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, cancer. Conjuguée au manque d'exercice physique, elle constitue un véritable fléau considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme le principal risque pour la santé au niveau mondial. Ensuite, il y a la présence de résidus chimiques dans les aliments comme les pesticides. Selon une étude récente menée au sein de l'Union européenne, on a constaté qu'une grande proportion des fruits contenaient des résidus de pesticides. Les autorités sanitaires tempèrent en rappelant que les quantités de ces résidus ne dépassent pas les limites fixées par l'Union européenne. Chaque année, 75 000 échantillons alimentaires sont analysés dans l'UE afin d'y détecter la présence éventuelle de plus de 600 pesticides différents. À la ferme de la Sarthe, à Saint-Gérard, en province de Namur, on n'a jamais utilisé de pesticides. C'est avant tout une question de philosophie. Pourquoi je fais ça? Parce que pour moi, je trouve que c'est plus logique de faire ce qui est comme la nature est. Voilà, si tu utilises des produits chimiques, c'est des produits quand même dangereux, qui tuent et qui... Bon voilà, fongicide, tu tues les champignons, herbicide, tu tues les herbes, insecticide, tu tues les insectes. Est-ce qu'en donnant des informations de mort, tu peux faire des produits de vie? Voilà. Moi, mes parents font du bio depuis que je suis née, donc j'ai 31 ans. J'ai toujours entendu parler de ça. Voilà, on est dans un milieu quand même un peu alternatif parce que voilà, c'était un peu des précurseurs là-dedans. Voilà, j'ai toujours vu mes grands-parents aussi faire leurs conserves, faire leur potager, etc. Ça avait l'air d'être très important de bien manger. Et pour moi, maintenant qu'il y a un peu de recul quand même, et un peu ma façon de penser, on va dire, je pense que ce qu'on met dans notre ventre, que ce qu'on mange, nourrit notre esprit, et que si on mange quelque chose qui est
cultivés de manière respectueuse de l'environnement, mais aussi de l'homme, des hommes qui le font et des animaux, ben, ça ne peut que être bon pour nous. Et donc le fait d'être bio, c'est pas décider de faire bio parce que ben voilà, je ne mets pas d'engrais, je ne mets pas de phyto, machin. C'est parce que c'est pour moi tout à fait logique de cultiver comme ça. C'est rempli de bon sens, c'est respecter ce qui nous entoure et c'est aussi essayer de produire de l'alimentation pour les humains. De l'alimentation qui nourrit, avec des forces qui nourrissent ces individus. Des forces, oui, je dirais, d'intelligence. Par exemple de la nourriture, mais en respectant la nature. L'alimentation est un facteur essentiel pour une bonne santé. Que fait Ecolo pour améliorer la situation? L'alimentation, c'est la base. Alors, chez Ecolo, nous voulons garder le maximum de la qualité des produits, la rendre accessible en quantité et en prix à tout le monde, et que cette alimentation de qualité ne soit pas nocive en termes de santé. Alors, la première chose, c'est qu'on veut effectivement renforcer la production bio, la production en circuit court. On ne produit pas tout en Wallonie, mais les produits agricoles et l'alimentation que nous produisons, nous devons la valoriser un maximum en Wallonie. Ça veut dire qu'il faut organiser les circuits, organiser les marchés, d'une part, donc rendre et renforcer la vente en circuit direct, renforcer la transformation. Entre le producteur et le consommateur, les produits doivent pouvoir être transformés avec une valeur ajoutée et un emploi local qui reste en Wallonie. La production bio a connu une forte croissance au cours des 2 dernières décennies. La Wallonie compte aujourd'hui près de 2000 fermes sous contrôle bio, ce qui représente une ferme sur 7 et 12% des terres agricoles du sud du pays. J'essaye quand c'est possible de prendre du bio, mais je ne sais pas, j'ai un fils qui est beaucoup plus... Le bio reste cependant marginal par rapport à la consommation alimentaire totale, 3,8% en Belgique et 5,4% en Wallonie. L'an passé, la croissance du bio a ralenti et cette année, les ventes du bio ont même reculé en certains endroits. Donc mon budget ne me permet pas de tout faire en bio. Au moins tout ce qui est fruits et légumes, parce que la viande c'est un peu plus cher. Moi je regarde un peu, mais c'est surtout pour elle que je fais attention, pour ses panades. Maintenant c'est vrai que pour nous, il y a le prix aussi des choses, et donc on prend aussi ce qui est accessible. Le prix de l'énergie, c'est une catastrophe, tout le monde va devoir faire attention à ça. Donc l'alimentation, c'est quand même sur ça qu'on peut faire un peu des économies et se tourner vers d'autres possibilités. Après, je pense aussi, moi j'ai un ressenti aussi qui va plus loin, c'est que je pense que le bio c'est parfois aussi tirer une balle dans le pied. Et il y a de plus en plus de grosses structures bio et parfois pour nous qui sommes plus dans la paysannerie bio, on est fort comparé à ce genre de modèle ou aux grandes surfaces qui vendent du bio. Et donc parfois on manque un peu de crédibilité. C'est aussi un label, donc je ne suis pas toujours certaine à 100%. Je pense qu'il vaut mieux aller dans une ferme si on veut savoir vraiment. Comment faire pour augmenter la consommation de bio? Un des freins qu'on constate, qu'on remarque, c'est souvent une idée reçue que le bio est plus cher que le non-bio, conventionnel, chimique, autre. Mais en fait, pour un certain nombre d'aliments, ce n'est pas le cas. J'ai moi-même été dans un supermarché comparé à l'épicerie bio d'à côté. Le beurre était au même prix pour le bio que le non-bio. Pareil pour le lait, certaines marques étaient même plus chères que le lait bio. Donc on voit que c'est aussi une idée reçue et que si on fait attention au prix, certains prix bio sont abordables. Moi j'ai été comparé les fruits et légumes bio de grande surface comparés aux miens et c'est vrai que dans quasi tous les fruits et légumes je suis moins chère pour des légumes de saison parce que voilà, nous on travaille qu'avec de la saison. Ce qu'on veut faire notamment sur le prix, c'est se dire que c'est pas normal que le coût de la certification repose sur les producteurs-productrices et les consommateurs-consommatrices. Et du coup, le coût de la certification du label bio qui certifie que c'est durable, sain, soit répercuté sur les personnes qui produisent et consomment cette alimentation, puisque ça a des impacts positifs pour tout le monde. On estime que la certification doit être prise en charge par le public. Donc ça, c'est une des revendications phares d'Ecolo. L'autre aspect qui va aussi impacter la demande via notamment le prix, c'est une aide pour les cantines scolaires, les cantines de collectivités, donc que ce soit les homes, les crèches ou les écoles,
pour pouvoir consommer une alimentation bio et locale qui, du coup, ne leur coûtera pas plus cher parce qu'elle va être subventionnée en partie. C'est le coup de pouce lancé par la région wallonne et par Sylvie Tellier notamment. Le projet Cantine Durable a deux grands objectifs. Le premier, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir accès à une alimentation de qualité, qui ait du goût, qui soit durable aussi. D'abord en passant par des cantines de collectivité, donc qui vont toucher les écoles, les hôpitaux, les homes, etc. Donc permettre vraiment à un maximum de gens de pouvoir y accéder. Et le deuxième objectif, c'est derrière ça de soutenir aussi tous nos producteurs locaux qui aujourd'hui doivent faire face à la concurrence internationale et qui, grâce à ce projet, ont accès du coup à une demande collective assez importante. Sur les 200 000 repas chauds distribués chaque jour en Wallonie, 120 000 repas sont inscrits dans cette dynamique de durabilité. Ça concerne donc aujourd'hui un peu plus de 300 cantines, donc c'est vraiment un très très beau succès. Une des autres grandes préoccupations des participants à notre enquête, eh bien, c'est la pollution de l'air. Cette pollution, elle touche davantage les grandes villes, comme Bruxelles. Et là, nous nous trouvons justement dans la capitale, avenue de la Couronne, un des grands axes, devant une des 11 stations de mesure de la qualité de l'air. C'est une petite installation qui ne paye pas de mine, on ne la voit même pas quand on passe devant. Ces stations se retrouvent partout dans l'Union européenne. Cette carte reprend les mesures en temps réel de 3500 stations réparties dans les différents États membres. Est-ce que vous connaissez les principales substances nocives qu'on retrouve dans un air pollué? Non, à part le CO2, non, pas spécialement. Bah oui, j'imagine qu'il y a de mauvaises substances, mais lesquelles, je suis incapable de vous le dire. Les deux principaux polluants de l'air sont le dioxyde d'azote et surtout les particules fines. Celles-ci sont un mélange de particules solides et liquides qui sont suffisamment petites pour flotter dans l'air. Deux catégories de taille sont principalement mesurées. Elles sont de l'ordre du millionième de mètre. Comme elles sont très petites, elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons. Dans nos villes, les particules fines proviennent surtout de la combustion du carburant et du freinage des voitures. Ces polluants causent principalement des maladies du cœur et du poumon. On parle de plusieurs millions dans le monde et milliers en Belgique. Vous vous demandez sans doute, mais comment on peut arriver à de telles estimations? Eh bien, on fait ce qu'on appelle des études de cohorte. Ce sont des études épidémiologiques qui consistent à suivre une population dans le temps. Prenons un exemple. En 2013, on a donné les résultats d'un total de 17 études de cohorte qui avaient suivi pas moins de 300 000 personnes dans 9 pays européens. Pendant plusieurs années, on a regardé la quantité de particules fines et de dioxyde d'azote que chacune de ces personnes respirait. Parmi ces 300 000 personnes, environ 2000 ont eu un cancer du poumon. Et on a constaté qu'en moyenne, ces personnes ayant développé un cancer avaient été en contact avec un air plus pollué en particules fines que celui respiré par les 298 000 autres. Par contre, on n'a rien remarqué pour le dioxyde d'azote. Cette étude amène donc à penser que la pollution aux particules fines augmente le risque d'attraper un cancer du poumon. C'est en rassemblant de nombreuses études de ce type que l'Organisation mondiale de la santé a fini par développer un modèle qui donne une estimation de mort prématurée en fonction du niveau de pollution de l'air. Quels sont les modes d'action que vous privilégiez pour améliorer la situation? Tenir compte de la pollution automobile. Je ne sais pas ce qu'il faut faire concrètement. Mais il faut mettre en place des choses un peu plus concrètes que ça. Moi, je sais que j'ai laissé ma voiture, enfin j'étais un peu obligée, qui était une voiture diesel, mais ça m'a changé la vie. Voilà, je marche, j'utilise les transports, etc. Je pense qu'il faudrait augmenter les transports en commun et planter plus d'arbres dans les villes. Tout réduire la quantité de voitures et la dépendance qu'on a par rapport aux véhicules dans la société dans laquelle on vit. Donc, il y a deux mesures qui se dégagent. La première, c'est une demande forte pour des lois qui limitent les pollutions et d'autre part, une application plus stricte du pollueur-payeur. Autrement dit, ce qui nous a frappé, c'est que les répondants ne sont pas en attente d'une meilleure information aux consommateurs, avec des labels par exemple, mais ils attendent vraiment des actions pour limiter l'exposition, limiter la diffusion dans leur environnement des pollutions. Et à Bruxelles, ça fera bientôt 5 ans qu'on a commencé à interdire progressivement les véhicules les plus polluants, comme cela se faisait déjà dans plusieurs grandes villes européennes. Bruxelles est devenue ce qu'on appelle une zone de basse émission et les résultats sont là. Au mois d'octobre, Bruxelles Environnement a annoncé qu'entre 2018 et 2021, pour un même nombre de kilomètres parcourus, les émissions d'importants polluants avaient baissé de plus de 20%. Il y a une amélioration
amélioration spectaculaire de la qualité d'air si on compare maintenant à la situation il y a 20 ans. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut faire la différence avec des politiques. C'est un sens vraiment particulier parce que nos actions en faveur de l'environnement, elles sont en faveur du climat, évidemment, des générations futures, mais aussi directement de l'état de santé de la population bruxelloise. Et le gouvernement bruxellois a décidé d'aller beaucoup plus loin. On s'oriente, c'est décidé vers le fait que les véhicules individuels au diesel ne pourront plus rouler à Bruxelles à partir de 2030, les véhicules essence et gaz à partir de 2035. Nous sommes ici avenue Van der Rey à Uccle. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en train d'y installer une borne de recharge publique. Et les chantiers comme celui-ci, ils vont se multiplier dans les années à venir. L'objectif pour 2035, c'est 22 000 bornes de recharge. On place 2 bornes par jour, alors ça prend entre 3 et 4 heures par borne. En tout cas, pour la deuxième phase, on a un projet de 3000 bornes à placer sur Bruxelles. Tous les ans, en fait, on étudie de manière la plus scientifique possible quels sont les besoins en nombre de bornes en voirie. En plus, on travaille évidemment sur les bornes hors voirie. La plupart des bornes se trouvent dans des parkings privés, des parkings de bureaux par exemple. On a simplifié les procédures d'installation et les procédures pompiers et on a même obligé maintenant l'installation de câblage sur tous les nouveaux parkings pour prévoir que des bornes soient installées. Si la qualité de l'air s'est améliorée globalement, la situation est fort variable d'un quartier à l'autre et même parfois d'une rue à l'autre de Bruxelles, comme a pu le montrer l'opération Curieusenair. L'objectif de Curieusenair était de mesurer la qualité d'air à Bruxelles et plus particulièrement la présence de dioxyde d'azote lié notamment à la pollution des moteurs combustibles. Et c'était un projet science citoyenne, donc on a fait un appel au grand public de placer des tubes à l'extérieur de leurs fenêtres, sur la façade de leur maison, un peu partout à Bruxelles. Il y avait plus que 5000 candidatures. Nous avons pu faire des mesures à 3000 endroits sur tout le territoire de la région Bruxelles-Capitale. Et sans l'aide des citoyens, ça aurait été impossible de faire un tel projet. Dans ces pancartes immobiliers qui étaient utilisés, on les mettait à une fenêtre et dans le nez de ces pancartes, on mettait deux tubes et retirait le bouchon et pendant un mois, l'air entre dans ce tube. Il y a une petite substance chimique à l'intérieur qui garde le dioxyde d'azote. Après un mois, il le referme et on le reçoit par poste. Il y avait parfois des petits escargots dedans quand les gens avaient mis de l'autre côté, il y avait de la pile. La valeur ajoutée de Curieusenair au mesurage existant, parce qu'il y a des stations officielles qui mesurent quotidiennement la qualité d'air, c'est que c'est à des endroits spécifiques. Mais ici, on peut faire la cartographie de toute la complexité de la région Bruxelles-Capitale et la qualité d'air peut être différente d'une rue à une autre, à une différence de 50 mètres, 100 mètres, on peut déjà voir d'autres résultats. L'endroit où on se trouve maintenant, là, c'était un résultat dans notre schéma rouge, donc qui dépasse les 30 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube, ce qui dépasse le seuil de l'Union européenne. Ici, il y a mauvaise qualité d'air, c'est sans doute parce qu'on est près de la rue de la Loi, il y a beaucoup de trafic, de circulation, de transit. Mais sinon, si on regarde les différents quartiers, le plus qu'on va dans la direction du canal, dans des zones où l'habitation est plus dense. Là, on peut, dans les quartiers dits défavorisés, on peut constater qu'il y a une moindre qualité de l'air. On fait la comparaison et on regarde quel est le nombre de voitures qui sont présentes en moyenne par ménage. C'est un peu bizarre de constater que dans les quartiers où il y a en moyenne moins de voitures par ménage, que là la qualité d'air est plus problématique
tandis que dans les quartiers où il y a plus de voitures par ménage en moyenne, il y a une meilleure qualité d'air. C'est lié à la richesse des quartiers. Mais c'est quand même interpellant également de voir que des quartiers où plus que la moitié des personnes, des ménages n'ont pas de voiture, sont le plus touchés par la pollution à Bruxelles. Donc la question de la qualité de l'air, c'est en fait également une question sociale. Et en fait, certaines personnes peuvent présenter les défis liés à la qualité d'air comme une question bobo aux classes moyennes qui ne touche pas aux classes populaires, mais en fait c'est l'inverse. Un autre élément inquiète également les répondants à l'enquête, ce sont les perturbateurs endocriniens. Ce sont des produits qui finalement ont une influence sur l'organisme. Ah oui, surtout les phtalates, les choses comme ça. C'est des composants qui sont mis dans les aliments dont on n'est pas toujours bien au courant. Est-ce que vous savez ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Oui. Vous savez nous expliquer? Non, comme ça, non. Alors un perturbateur endocrinien, c'est un produit chimique. C'est un produit chimique qui va s'introduire dans l'organisme et une fois dans l'organisme, il va venir perturber le fonctionnement de nos systèmes hormonaux. Nous avons une 50aine de systèmes hormonaux et le fonctionnement de ces différents systèmes va être perturbé par la présence du produit chimique. Alors, il y a deux types d'effets. Soit ils vont agir de façon directe, c'est-à-dire qu'ils ont une structure chimique qui va être tellement proche de celle de l'hormone naturelle que le système hormonal va se tromper. Il va croire qu'il est sous l'influence de l'hormone naturelle. Ça, ce sont les effets directs des perturbateurs endocriniens. Mais on leur connaît également des effets indirects par lesquels ils vont en fait moduler l'expression de nos gènes. Et ces effets-là, ces effets indirects, épigénétiques, sont transmissibles à la descendance. Quels sont les effets de ces molécules sur notre santé? Ben, je suppose que c'est quelque chose qui perturbe notre intérieur, oui. Mais donc, les impacts vont évidemment dépendre à chaque fois du système hormonal qui est perturbé. On a coutume de dire qu'il y a 4 axes. Le premier, c'est l'axe sexuel, avec un dérèglement de l'axe sexuel. On peut citer par exemple l'hypofertilité chez l'homme jeune. On peut citer également des cancers des testicules, des cancers du sein, etc. Il y a également l'axe métabolique. Alors l'axe métabolique va se traduire par une augmentation de l'obésité infantile ou bien par une augmentation de la fréquence du diabète de type 2. On cite également l'axe neurologique et là on évoque l'augmentation de la fréquence des pathologies du spectre autistique. Enfin, il y aurait aussi un axe immunitaire. Et ces perturbateurs endocriniens sont susceptibles d'exercer une influence avant même la naissance. Oui, à partir du moment où la maman est exposée, où nous sommes exposés dans le ventre maternel, eh bien, ces produits vont évidemment imprégner le fœtus et vont avoir déjà ces effets de perturbation chez le fœtus. Les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans notre environnement au quotidien. C'est les pesticides, tout ce qui est... certains aliments aussi qui sont pas bons. Ça j'en ai entendu parler, mais il y en a un peu partout, je crois. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont des pesticides. Donc on va retrouver éventuellement dans nos aliments ou sur des légumes, sur des fruits. Alors il y a aussi toute une série de produits qui en fait font vraiment partie de notre vie courante. Je pense aux perfluorés qu'on va retrouver par exemple dans les revêtements anti-adhésifs des poêles à frire ou bien dans les cartons à pizza, dans ce type de choses. Les phtalates, le bisphénol A qui est peut-être le plus connu, sont des plastifiants. Ils vont servir à la fabrication de plastique souple pour les phtalates ou de plastique rigide pour le bisphénol A. Et donc nous allons utiliser des ustensiles, des accessoires de cuisine, des bouilloires, etc. en plastique dans lesquels il y a ces phtalates ou ce bisphénol A qui, à l'usage, vont se transférer dans nos aliments. Et donc nous allons nous contaminer parce que nous allons consommer les aliments qui étaient contenus dans ces récipients en plastique. Il y en a également dans les détergents que nous utilisons à l'intérieur de nos maisons. Il y en a dans nos cosmétiques, dans les crèmes, dans les dentifrices. Donc il y a vraiment une source extrêmement vaste, extrêmement variée de produits auxquels nous sommes exposés qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. La difficulté de la recherche sur ces produits chimiques est qu'ils peuvent agir à de très faibles doses, mais aussi que leur toxicité peut varier lorsqu'ils sont mélangés.
Par ailleurs, ce sont des molécules qui exercent aussi ce qu'on appelle des effets cocktails. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont en mélange, les effets de très très petites doses de plusieurs de ces produits chimiques peuvent s'additionner ou peuvent se multiplier. Et donc il est très difficile par exemple d'établir un seuil de toxicité, puisque si vous mélangez 2 ou 3 produits, le seuil de toxicité ne sera plus le même. La Commission européenne devait mettre à jour son règlement sur les substances chimiques en y intégrant notamment une série de nouveaux perturbateurs endocriniens. Mais elle a finalement repoussé cette mise à jour à fin 2023. Le business de l'industrie chimique a été mis avant les gens et la planète, a déploré Saskia Bricmont, la députée européenne écolo. Protéger notre environnement, protéger notre planète, c'est avant tout et surtout protéger notre santé. Pour écolo, il n'y a pas de justice sociale sans justice environnementale. Vous savez, dans les quartiers les plus populaires, les quartiers les plus défavorisés, les personnes sont les plus sujettes aux pollutions et rencontrent des problèmes de santé dus à un mauvais environnement, à une mauvaise alimentation. C'est pour ça qu'avec Écolo, nous voulons lutter contre ça et nous organisons le 11 décembre une grande assemblée générale où on a consulté pas mal d'experts en la matière, on a consulté tous nos membres avec une grosse enquête pour faire émerger des propositions fortes. Et tout ça pourquoi? Ça sert à quoi finalement d'être en bonne santé? On se quitte ici avec quelques-unes de vos réponses. D'abord d'avoir un bon moral, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis, de pouvoir... Que je peux encore vivre longtemps et profiter de la vie. Dehors, aller jouer dans la neige par exemple, courir. Ah, mais de pouvoir vivre tout simplement. Et continuer à aimer et s'aimer, voilà. D'être heureuse, joyeuse et de bien vivre, d'être bien.